personnellement, quand on doit prendre une position comme la tienne, comment est-ce qu'on se sent déjà? Je me suis préparée. Et d'ailleurs, j'ai demandé conseil à mon entourage, j'avais demandé des conseils à mon coach. Prendre le temps vraiment de séparer la partie pro et personnelle. Avec Khadija, on voit bien, ok, l'arrivée dans une nouvelle organisation, mais comment on prépare une personne, un collaborateur à évoluer et à intégrer une nouvelle fonction en interne? Le onboarding, c'est vraiment la clé. Bonjour les amis, bienvenue à la pause RH. Bonjour les filles, bonjour Khadija. Bonjour, bonjour Patience. Bonjour Patience. On est très content de vous retrouver après un petit moment de pause. On a eu un mois de mai super chargé entre la fête du travail, les différentes activités et la fête de Tabaski et tout ce qui est passé. Donc voilà, on est super content de vous retrouver. Bienvenue à la pause RH, votre moment avec les RH, votre moment pour parler de management, pour parler de gestion des ressources humaines, pour parler de tout ce qui vous titille, tout ce qui vous concerne, tout ce qui peut vous aider à avancer dans votre carrière ou dans la gestion de vos équipes. Avec les filles, nous allons partager sur une thématique assez intéressante parce que c'est quelque chose qui fait partie des procédures dans l'entreprise. C'est un élément qu'on juge important. On a des procédures pour ça, mais il va être intéressant pour nous de partager sur différents aspects de cette procédure-là et de cette part importante dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un salarié. C'est ce qu'on appelle, nous, le onboarding. Ou voilà. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait une bonne prise de fonction. Parler de la prise de fonction stratégique, c'est pour nous un élément important et justement parce que on l'a vécu, nous, on va dire un peu en live ou en background avec Khadija, qui a dû prendre une fonction stratégique importante il n'y a pas longtemps. Et en tant qu'amis, on a assisté à tout ça et ça nous a amené à nous poser plein de questions. Et nous également, en entreprise, on le vit régulièrement. Les promotions, quand on est en fin d'année, début d'année, il y a des promotions qui se font, il y a des ouvertures de postes. Quand il y a une démission, comment on remplace la personne. Et c'est une phase sur laquelle, en mon sens, il est important de revenir pour voir comment est-ce qu'on accompagne cet événement important, comment est-ce qu'on prépare même les collaborateurs à cet événement important. Et c'est ce dont nous allons parler durant cette heure ensemble et nous espérons que vous aurez tout un tas de questions à nous partager par la suite dans vos commentaires et qui nous aideront à revenir peut-être après sur des éléments important. Alors bonjour Khadija, comment ça va? Bonjour Patience, je vais très bien et toi? Et la fête? Ça va, ça s'est bien passé. Pas trop fatiguée? Pour ne pas demander, pas de nounou, pas de bonne. Donc c'est assez compliqué, mais on gère. On gère, parfait. Khadija, comment ça va? Ça va, la fête aussi s'est bien passée dans l'ensemble, hein, donc ça va. Ça va, oui. Super. Bien, on va plonger directement Khadija avec toi parce que c'est vrai que c'est ton expérience qui nous a beaucoup marqué. On l'a vécu avec toi. Une prise de fonction stratégique, comment on se prépare à ça en tant que collaborateur, en tant que professionnel? C'est vrai, nous tous, on veut bien avoir de nouveaux postes, on cherche, on a des nouveaux challenges, mais comment est-ce qu'on se prépare à prendre une telle fonction? Comment on se prépare à intégrer une nouvelle entreprise? Parce qu'il s'agit aussi de ça. Oui, effectivement. Comme tu l'as dit, hein, tout est dans la préparation. Donc, premièrement, pour moi, ce qui a été assez important pour moi, c'était de connaître l'entreprise où j'allais aller. Les valeurs, la culture d'entreprise. Donc, c'était les premiers éléments déjà qu'il fallait voir, comprendre et savoir si je suis en phase avec ces valeurs-là avant de pouvoir commencer. Donc, une fois au niveau de la boîte,
tout dépend des boîtes. Il y a des boîtes où on a des livrets d'accueil. Prendre le temps de bien lire le livret d'accueil. Tout ce qu'il y a, le département, les entités qu'il y a dans la boîte, comment ça se passe. Et en troisième lieu, lire sa fiche de poste, bien lire sa fiche de poste pour comprendre la dimension de ton poste et voir comment tu peux t'organiser pour pouvoir, au fur et à mesure, maîtriser ce qu'il y a. Donc, en plus de cela, il est important aussi, lorsqu'on arrive, de s'intégrer, c'est-à-dire aller dans divers départements. Tout dépend aussi de la fonction que tu as. Moi, c'est la fonction RH, donc il a été important pour moi de pouvoir faire le tour des départements et aussi voir les collaborateurs un à un pour pouvoir mieux les connaître et comprendre aussi le business model. Donc, pour commencer, c'était ces points-là. Il faudrait avoir une très forte capacité d'adaptation pour pouvoir avoir une très bonne intégration. Donc, tout est dans la préparation, prendre le temps vraiment de suivre ces étapes pour pouvoir arriver à cela. Super. J'aime beaucoup, justement, tout est dans la préparation. Là, on a beaucoup parlé de la préparation en tant que professionnel. Mais personnellement également, comment est-ce qu'on se prépare à plonger dans un environnement qui peut-être va générer une charge de stress supplémentaire, une fonction qui peut-être va venir bouleverser nos habitudes quotidiennes avec la famille, avec les enfants. Personnellement, quand on doit prendre une position comme la tienne, comment est-ce qu'on se sent déjà avant de plonger là-dedans? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut se préparer sur le plan personnel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu faire, que tu as expérimenté? Effectivement, je me suis préparée. Et d'ailleurs, j'ai demandé conseil à mon entourage, j'avais demandé des conseils à mon coach. Coach Gaius, que tout le monde connaît, à qui je fais un clin d'œil. Donc, il m'a beaucoup conseillé. Et aussi, j'ai demandé de l'aide à la famille. J'ai eu le temps de préparer comment ça se passe, déjà gérer la maison avec les enfants, s'il le faut, réorganiser pour pouvoir vraiment être bien dans cette prise de fonction, prendre le temps vraiment de séparer la partie pro et personnel, ne pas être perturbé durant cette période de transition où il faut être concentré afin de pouvoir vraiment arriver à une bonne transition. Donc vraiment, c'est de l'aide, de bien s'entourer, demander des conseils et lâcher prise aussi. C'est vrai qu'à un moment, c'est un challenge, surtout lorsqu'on change de domaine, de milieu. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Mais c'est toujours dans la confiance qu'on a, travailler sur soi, se connaître, savoir qu'on est vraiment... Si on a été pris dans ce poste, c'est parce que on a quelque chose qui a impacté, qui a fait qu'on t'a pris dans ce poste. Donc, il faudrait pouvoir le montrer. Et c'est en passant par toutes ces étapes-là qu'on arrive à y arriver. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé pour moi. Super. J'aime beaucoup ce que tu dis, justement, de demander de l'aide. Demander de l'aide. Et c'est très important parce que pour beaucoup de personnes, on a l'impression qu'il faut cloisonner ces espaces de vie. On a le travail, on a la famille, on veut croire que un nouveau poste ne va pas impacter la famille ou ne va pas impacter notre vie au quotidien. Et c'est là où je pense qu'on loupe des fois sa préparation dans cette prise de fonction stratégique. C'est vraiment de prendre le temps d'analyser le poste qu'on a accepté de prendre et quels vont être les impacts de cette nouvelle fonction sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur ma vie sociale et de pouvoir me préparer dans ces différents aspects-là. Savoir que quand je vais prendre fonction, quels sont mes horaires et quels sont les horaires, par exemple, de mes enfants, comment est-ce que je vais m'organiser, mais aussi, non seulement on se prépare, je pense qu'il est aussi important de préparer son entourage, préparer sa famille, préparer ses enfants. Parce que personnellement, quand j'ai accepté de prendre un poste en région, et il s'agissait de déménager. J'ai décidé de faire déménager ma famille à 600 km de là où mes enfants particulièrement, de là où ils avaient grandi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer. Parce que sinon, on se retrouve dans un nouvel environnement, on n'est pas prêt, on n'a pas su gérer
les relations avec la famille, parce que des fois aussi, un nouveau poste va nous faire ne plus voir les copines tous les jours. Ça amène beaucoup de soucis. Effectivement, voilà. ça, on va dire oui, maintenant que tu es devenu ça, tu nous as laissé tomber, on ne te voit plus, encore une charge de stress, tu n'as plus le temps. Donc, c'est des éléments qui sont importants et je pense dans la préparation, il faut vraiment pouvoir se préparer personnellement. Il faut préparer sa famille, l'époux, les enfants, parce que même le mari, il faut pouvoir le préparer à l'impact que cette nouvelle fonction va avoir. Absolument. Il y aura peut-être quand on quitte d'un poste où on n'était pas à une position hiérarchique élevée et qu'après on se retrouve par exemple à un poste de direction, ça veut dire je vais avoir plus de réunions, je vais peut-être rentrer beaucoup plus tard. Je vais peut-être. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également préparer pour éviter qu'il y ait un impact sur sa vie familiale. On va y revenir. Je pense que ça va être intéressant de creuser un peu, surtout en tant que femme, comment on gère ces différents aspects. Mais Khady, je voudrais voir avec toi justement cette partie en interne. Parce qu'avec Khadija, on voit bien, OK, l'arrivée dans une nouvelle organisation. Mais comment on prépare une personne, un collaborateur à évoluer et à intégrer une nouvelle fonction en interne? D'accord. Effectivement, on va peut-être revenir un tout petit peu déjà même sur le collaborateur en externe et puis on va faire un switch sur celui qui est en interne. Le onboarding, c'est vraiment la clé qui permet de savoir si oui ou non cette personne va décider de rester travailler avec nous. Donc c'est un processus extrêmement délicat sur lequel il faut vraiment beaucoup s'investir. Donc déjà s'investir en tant qu'acteur RH, mais également emmener toutes les parties prenantes à s'y investir. Donc si on revient en tant qu'RH, je pense que très peu de RH prennent la peine d'évaluer, prennent le temps plutôt d'évaluer leur processus d'onboarding. Quand un nouveau collaborateur vient, il s'est préparé lui-même, perso, pro et tout. Mais nous, comment est-ce qu'on nous prépare pour qu'il ait la plus belle expérience possible et qu'il puisse se rendre compte que ce qui lui avait proposé, ce qui lui avait été présenté, notre valeur ajoutée en tant qu'entreprise est réellement ce qu'il y a sur le terrain. Et donc, il faut mettre en place aujourd'hui déjà des process. Il faut avoir la règle des 30, 60, 90. Donc, 30 jours après son arrivée, on évalue. 60 jours, on évalue. 90, on évalue. Et donc, lui donner tout ce qu'il lui faut en termes d'outils, de livrets d'accueil, tout ce dont il a besoin pour se sentir directement opérationnel à son arrivée. Souvent, on a tendance à se dire, oui, mais bon, on se limite au règlement intérieur, d'accord, mais il y a des outils qu'on utilise. Est-ce qu'on prend la peine de lui expliquer l'importance de l'outil, comment l'utiliser, c'est quoi la finalité? Tout ça fait partie de l'onboarding. Mais il y a un point important également, c'est comment s'assurer que les parties prenantes, et quand je parle des parties prenantes, je parle des managers, font tout pour que l'intégration, elle se passe bien. On tombe très souvent dans le piège de « t'inquiète pas, tu vas apprendre sur le tas ». Moi, ça, c'est une phrase qui peut, par moments, ça me dérange. Ça me dérange. Parce qu'on tombe dans ce piège en se disant « oui, on lui donne aucun cadre clair pour savoir exactement ce qu'il doit faire ». D'accord, on apprend avec l'expérience terrain, mais il faut quand même que ce soit dans un cadre clair. Donc, le manager, dans un premier temps, doit s'assurer d'avoir fait comprendre aux nouveaux collaborateurs ses attentes, qui n'ont rien à voir forcément avec la fiche de poste. On va être là, oui, il lit la fiche de poste, mais il est important de bien clarifier les attentes aux nouveaux collaborateurs. Donc, ça le permet de savoir exactement comment est-ce qu'il se projette sur ce poste, mais il est également important de pouvoir lui faire un follow-up. Ok, voici tout ce dont tu as besoin. On va pas te dire jette-toi à l'eau tout seul. On va t'accompagner. Voilà ce qu'il faut faire. Voici les outils. Bien évidemment, le laisser maintenant faire sans trop micromanager. Et je pense que les managers doivent être formés sur le onboarding, sur les étapes à suivre. Et tout comme RH, on évalue les 30, 60, 90, le manager aussi doit faire ça. Des sessions de feedback régulières. En tout cas, les 3 premiers mois, le collaborateur doit se sentir vraiment accompagné et voir vraiment
que notre valeur en tant qu'employeur, elle est existante et qu'il est accompagné. Maintenant, en interne, juste avant que tu passes sur le second point, je pense que tu as dit quelque chose d'extrêmement important et qu'on ne fait pas beaucoup des fois dans nos processus, c'est l'évaluation du processus. C'est l'évaluation de nos processus et pas simplement une évaluation chiffrée ou un audit ou autre chose, mais surtout une évaluation en écoutant ce que disent les autres. En écoutant ce que disent les autres à la suite d'un processus de onboarding. Et vraiment, ça m'a parlé parce que je l'ai vécu, moi, en entreprise, où on a un processus de onboarding. On passait le processus en tant que RH avec les différents points où on va avoir la réunion d'accueil avec le règlement intérieur et tout le reste. Mais surtout quand on est, nous, dans nos positions en tant que DRH, où forcément on ne passe pas le processus nous-mêmes et on n'est pas forcément certain que nos équipes font ce qu'il faut. Et en écoutant les managers, en écoutant pas que le manager du collaborateur direct, mais écouter également les autres, on se rend compte de beaucoup de lacunes, des fois, dans le déroulé du processus. Par exemple, moi, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait une étape extrêmement importante qui était bâclée. C'était la présentation. Oui. La présentation. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faudrait faire. Et des fois, dans la routine, au quotidien, ou selon le type de fonction, ou selon l'importance de la fonction, cette étape, des fois, on va la biaiser un peu, on va aller ici, on va pas aller là. Et une fois, on s'est rendu compte, il a fallu que ça clash entre un manager et le nouveau collaborateur pour qu'une phrase sorte du manager pour dire, mais cette personne, je ne la connais pas. Je ne connais pas cette personne, pourquoi elle m'envoie un mail pour me demander quelque chose? Et ça, je me rends compte, je dis, waouh, donc il y a eu un quoi quelque part. Et vraiment, c'est extrêmement important de pouvoir évaluer nos processus, parce qu'ils peuvent être bons, ils sont écrits, on fait des choses, on écrit bien les choses, mais des fois, dans le déroulé, il y a des éléments qu'on loupe ou que nos collaborateurs vont louper, et c'est en écoutant les uns et les autres et en essayant d'évaluer notre processus qu'on verra véritablement qu'il y a un aspect qui a été loupé. Donc vraiment, merci. Merci, c'est exactement ça. Hein. Et ce que nous, on fait même au niveau de notre entreprise, par exemple, on fait des déjeuners. C'est-à-dire, au niveau de ces 30, 60, 90, on fait un petit break non officiel, on s'assied, on échange pour aussi un peu tâter le pouls. Et effectivement, il faut être très proche quand même des managers pour voir véritablement comment ça se passe pour ce nouveau collaborateur. Qu'ils se sentent vraiment accompagnés, c'est très important. Et maintenant, en interne, on est à un poste. Aujourd'hui, on a une promotion et ça arrive très souvent. Par moment, j'ai l'habitude de dire qu'on promeut des gens au poste de manager sans vraiment les préparer. Maintenant, il y a deux volets. Il y a ta préparation personnelle qui souvent peut être plus complexe. Parce que déjà, comment est-ce que tu vas être vu par rapport à tes anciens collègues? Imagine même, tu as une promotion où tu dois gérer les collègues avec lesquels vous étiez au même niveau hiérarchique. Par exemple, vous étiez chef de service tous ensemble. Aujourd'hui, tu viens des RH. Comment tu fais? Comment tu fais pour que leur perception se dise, tiens, c'est l'ancienne Khadi, là, on a une nouvelle Khadi qui est DRH, par exemple. Et donc, en tant que, pour toi qui a eu cette promotion-là, première chose à faire, moi je me dis, tu fais déjà ton SWOT. C'est vrai, on va te promouvoir parce que tu as les compétences, tu as les qualités requises pour ce poste. Mais il faut que tu prennes du recul pour voir effectivement quelles sont tes forces, quelles sont les faiblesses, toujours par rapport au poste que tu vas occuper. Donc tu fais ton SWOT. Et ça te permet de rapidement corriger s'il y a des insuffisances, de te faire coacher, de te faire mentorer pour pouvoir, en tout cas, pleinement occuper ce poste et être épanoui. Deuxième chose à faire maintenant, c'est de placer son discours. Comment tu vas positionner ton discours pour que tes anciennes collègues se disent, tiens, c'est plus toi et nous à côté, mais on est toujours ensemble, sauf que là, il faut que tu aies cette casquette-là qui te permet d'atteindre les objectifs qui te sont assignés. Donc, commencer à
travailler son discours, faire comprendre à tes collègues que tu as des responsabilités, sans trop pour autant leur faire comprendre que vous êtes différents. Humainement, vous êtes pareil. Sauf que là, il faut un capitaine dans tout bateau. Ça, c'est un deuxième point important. Et le troisième maintenant, c'est de s'assurer que ton N+1 t'a clarifié ses attentes. C'est la base. Il faut que ce soit vraiment une séance dédiée à ça. Vous vous asseyez, vous échangez. Quelles sont tes attentes? Quels sont les enjeux? Et tous ces éléments-là te permettent facilement d'établir encore, j'aime bien les 30, 60, 90. Qu'est-ce que tu fais les 30 premiers jours? Les 60, les 90? Qu'est-ce que tu mets en place comme plan d'action? Ça, c'est toi qui as eu ta promotion. Maintenant, le manager, les RH, la direction générale qui ont décidé de te donner cette promotion-là, il y a des outils qui sont mis en place. Aujourd'hui, quand on fait une promotion en interne, c'est parce que peut-être quelque part, cette personne, elle a un talent. Aujourd'hui, on fait ces évaluations. Il y a des outils Ninebox, Gallup, tout ça, qui permettent d'évaluer le réel potentiel de la personne et qui permet aussi de ressortir les axes d'amélioration. On peut te dire, et c'est très, très important de faire passer des tests psychométriques à vos collaborateurs lorsque vous faites leur promotion. Parce que ça permet de savoir, OK, Hadi, elle fit pour le poste, certes, mais dans telle situation, bah, la réaction de Hadi peut être comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aider pour réajuster déjà en amont avant que ça se présente? Et donc, une chose importante, moi, je me dis qu'il faut faire, c'est vraiment ça. Deuxième chose, clarifier les attentes. Et la troisième chose, c'est le soutien. Une personne qui vient d'arriver, c'est normal. On va parler, je pense, de syndrome d'imposteur, tout ça. C'est normal de se dire, est-ce que je fais bien les choses? Et c'est pour cela que le SWOT aide beaucoup. Mais si vous êtes allé jusqu'à la choisir, quand j'entends soutien, c'est lui donner le temps de prendre place, de faire son audit, de voir qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui marche pas du tout, qu'il faut arrêter et de lui donner le temps de pouvoir implémenter. Voilà quelques tips en tout cas que je peux partager. Pour ajouter, je pourrais dire aussi qu'il est important d'avoir une bonne communication interne. Parce qu'il arrive des fois qu'il y ait des promotions internes que les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Donc, ils sont pris au dépourvu. Donc, imagine, moi, on est au même niveau, on est des collaborateurs. Et du jour au lendemain, on vient te dire, aujourd'hui, Khadija sera ton chef. Alors qu'il n'y a pas eu en amont cette communication-là. C'est vrai qu'il est important que nous-mêmes, on puisse en parler, mais je pense qu'il devrait y avoir une communication en interne, niveau RH, niveau direction, pour que tout le monde puisse savoir, pour ce mois-là, il y a eu telle promotion, ou pour les mois à venir, il y aura telle promotion. Je pense que aussi ça, c'est important. Mais peut-être si tu me permets de rebondir, parce que c'est un point qu'on entend très souvent. Et j'aimerais vraiment prendre le temps d'en parler un tout petit peu. Patience, c'est Hadi. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, il y a une promotion. On n'était même pas au courant que le poste même était ouvert et qu'il y a une promotion. Tu connais très bien, il y a cette problématique de plan de succession qui est là. Il y a des talents qui sont décelés, qu'on se dise la vérité, qu'on essaie de voir et de positionner. Pour certains postes, oui, c'est ouvert. Mais il y a certaines spécificités de postes qui font que cette personne-là qu'on a recrutée il y a 5 ans, on était en train de la préparer pour qu'elle occupe ce poste. Et donc, du coup, oui, communiquer lorsqu'il y a des ouvertures de postes, mais il y a des promotions qui se font quand même plutôt naturellement parce que la préparation, elle s'est faite il y a 5 ans, il y a 6 ans en arrière, et cette personne-là, elle s'inscrit dans un plan de succession. Et généralement, les personnes qui y figurent, on va les former, on va leur donner tout ce qu'il faut pour que quand le moment arrive, elles puissent être facilement positionnées sur le poste. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je parlais par rapport à la communication en interne. Quand il y a une ouverture de poste, ça, c'est différent. Moi, je dis, lorsqu'on doit faire une promotion à une personne, alors que c'est déjà effectif, la personne sait déjà qu'elle va prendre ce poste dans 1 mois, 2 mois, communiquer en interne, afin que les collaborateurs puissent savoir. Parce que des fois, il arrive qu'il n'y ait pas cette communication-là. Et après, il y a des frustrations. Il y a des frictions, voilà, c'est ça. Oui, en effet. Mais je pense que l'aspect communication, en effet, est très, très important. Et tu as parlé de beaucoup de choses extrêmement importantes. Et justement, la communication peut aller plus loin que ça va arriver dans 3 mois. Même sur les plans de succession, même sur les plans d'accompagnement, il faudrait qu'il y ait une transparence en interne. Que l'entreprise ou dans le management, qu'on ait un minimum de transparence pour accompagner également non seulement les collaborateurs qui vont être promus, mais aussi accompagner les autres.
Parce que justement, ce qui pose problème sur certains points, des fois, c'est justement parce qu'on ne sait même pas que telle personne est potentiellement, c'est vrai qu'on n'en parle pas quand on accompagne sur un plan de succession, mais qu'il y ait cette transparence dans la gestion au quotidien des compétences des uns et des autres. Qu'on ait cette transparence de faire comprendre aux gens que telle personne est quelqu'un sur qui on peut compter. Ou telle autre personne, voilà. Et sans créer, une véritable discrimination. Mais c'est parce que des fois, en entreprise aussi, on a du mal et on croit que on gère un troupeau. Et tout le monde est pareil. Et tout le monde doit se sentir pareil. Et il ne faut pas frustrer. Et il ne faut pas... Non! C'est de pouvoir, quand quelqu'un fait bien, le reconnaître. Et on parle beaucoup de cette reconnaissance. Reconnaître que telle personne, vraiment, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Et même implicitement, l'humain, il sait. Il sait exactement encore. Il y a des collaborateurs, si vous leur demandez, il y a tel poste. Si vous demandez même aux autres, on met qui, ils vont vous dire c'est qui. Ils vont vous dire quelle est la bonne personne pour le poste. Ils vont vous le dire. Parce que chacun a conscience de ce qui se fait et c'est extrêmement important. Et justement, tu as parlé de cet accompagnement en interne et de laisser le temps à la personne de prendre le poste, d'accompagner cette personne-là à se faire confiance. Parce que vraiment, ce support, il est extrêmement important dans une prise de fonction parce qu'il y a un élément, tu en as parlé, qu'on occulte des fois et on va en discuter, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur parce que on peut avoir une personne qui était avec tout le monde, qui a une promotion. On peut soi-même être dans son parcours, comme tu l'as vécu, sur un poste où on n'avait pas forcément l'expérience du nouveau poste sur lequel on va. On débarque dessus. On a quand même un certain temps où on se dit... Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment moi? C'est des fois, on se dit... On se passe soi-même. C'est moi qui suis au poste. Et qu'est-ce qu'on attend de moi? Donc, le syndrome de l'imposteur, comment on fait? Déjà, qu'est-ce que c'est? Selon toi, Khadija, comment on peut le définir? Comment on peut le décrire pour que ceux qui peut-être vivent les symptômes, parce qu'il y en a qui vivent les symptômes et ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Donc, on va peut-être sauver quelques malades aujourd'hui ils sauront de quoi ils souffrent. Moi, je vais l'expliquer tout simplement. C'est être à un poste et se dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis à ce poste. Ne pas croire en soi, douter. Et ça peut même aller beaucoup plus loin, où on arrive à déprimer, à aller jusqu'à la dépression. Donc, c'est des moments que j'ai eu à vivre. Pas sur ce poste-là, mais beaucoup plus tôt, lorsque je prenais mon premier poste de manager. Donc, j'étais dans une entreprise de BTP, je viens, première réunion, j'entends des termes. Et là, c'est comme si tout autour de moi, c'était fou. Tu as le vertige. Voilà, donc c'était bizarre. Et je me disais, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Et là, j'ai commencé à douter. Et je me souviens même, c'est à cette époque-là que j'ai choisi d'avoir un coach qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis déjà de faire l'analyse SWOT de moi-même. Qu'est-ce que je pouvais... mes forces, mes faiblesses, tout ça. Et j'ai appris à mieux me connaître. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à aujourd'hui avoir plus cette confiance-là. Mais tout le monde n'est pas au fait. Il y a certains qui ont ces symptômes-là, mais qui ne savent pas ce que c'est. Peut-être que moi, j'étais passionnée de développement personnel, donc j'avais déjà commencé à faire des recherches là-dessus. Donc ça m'a aidé. Mais il y a des gens de notre entourage qui ne savent pas. Des fois, il arrive en tant que RH, quelqu'un vient dans ton bureau te dit, je sais plus ce que je fais là. Ou bien, ça peut-être c'est pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais pour aller plus loin, une personne qui a eu récemment une promotion vient te dire, moi je doute, je sais pas si je suis à ma place ici. Et là, tu commences à te dire, attention,
Mais quand on a le recul pour pouvoir voir, c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas ce recul-là, ceux qui n'ont pas cet entourage-là, ceux qui sont dans une boîte déjà où il y a beaucoup de challenges, leurs managers n'ont pas le temps de les voir, de reconnaître ces symptômes-là, comment ils font. Donc ça, c'est, je pense que c'est des ateliers qu'il faudrait faire en entreprise. En tant que RH, il est important qu'on puisse aujourd'hui faire ne serait-ce que de petits ateliers pour parler de ce genre de syndrome. Parce que dans toutes les entreprises, sans exception, il y aura toujours au moins une personne qui fait face à ce syndrome-là. Ouais. Oui, Khadija, je pense que j'allais me tourner vers toi. Désolée, patience. Non, mais c'est un sujet tellement... Je pense que quasiment tous les managers peuvent vivre ça. Ouais. Moi, j'assimile le syndrome de l'imposteur comme au trac que tu as lorsque tu veux prendre la parole en public. En fait, le syndrome de l'imposteur, pour moi, ça n'engage que moi, c'est peut-être discutable, c'est une bonne chose. Parce que ça veut tout simplement dire que tu veux tellement bien faire que tu remets même en question tes réelles capacités, tes qualités, tes compétences, parce que tu veux bien faire. Et ce que je dis tout le temps, c'est que si tu souffres de ça, ça veut dire que tu es exactement la bonne personne au bon poste. Parce que tu vas y mettre de ton cœur. Tu es en mode, est-ce que je vais arriver? Tu flippes un peu parce que tu veux y arriver, parce que tu veux apporter quelque chose. Et donc, pour moi, c'est pas forcément mauvais maintenant. Il faut passer le cap à un moment. Il ne faut pas rester longtemps dans ces questions-là. Et oui, je suis d'accord avec toi, si tu as besoin de te faire mentorer ou de te faire coacher, il faut le faire. Mais une chose à se dire, c'est que tu ne vas pas faire tout ton processus de recrutement, qu'on puisse analyser parmi tant d'autres, te choisir et toi-même remettre en cause tes capacités. Si tu es là, c'est parce que tu peux le faire que tu es là. Maintenant, il y a des biais inconscients que nous avons qui font qu'à chaque fois, on se dit oui, on ne mérite pas ça. Moi, je me dis c'est plus parce qu'on se dit je ne mérite pas ce poste que j'arrive pas à le faire. Alors que non. Ou peut-être parce qu'on est trop dur envers soi-même qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, par moment, il faut accepter que ce sont des victoires. Je suis manager aujourd'hui, c'est une victoire. Je vais maintenant consolider, je vais me lancer, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais faire mon SWOT et je vais aller, s'il n'y a pas de cadre défini, je vais aller demander de l'aide. Je vais aller dire, écoutez, vous m'avez emmené ici pour ce poste, j'ai besoin de ça et de ça pour y arriver. Et ça, c'est le SWOT aussi qui t'aide à pouvoir y arriver. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est comme le trac. C'est pas si mauvais que ça, tant qu'on essaye de passer au-dessus très rapidement. Oui, je suis tout à fait en phase avec toi. Et je pense que justement, c'est la limite, enfin, la frontière, elle est très fine, justement, entre le trac et un vrai syndrome de l'imposteur. Parce que justement, tant qu'on est en train de se poser la question et de se dire, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est comment on se pose la question et le sens de la question qui est important. C'est tant que je me dis, est-ce que je vais y arriver? Je me mets dans un sens de l'action. J'ai encore la porte ouverte. Mais il y en a qui sont dans la posture de dire je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire, ils ne sont plus dans la question, ils ont donné la réponse. Ça, c'est... Ils ont la réponse. Pour eux, ils se disent je ne vais pas y arriver, je ne suis pas la bonne personne, je ne mérite pas le poste. Donc, si je suis là, c'est peut-être parce que Khadi c'est mon ami, ou peut-être parce que... Et pourquoi? Parce qu'il y a eu certainement, comme tu dis, des biais cognitifs, où il y a un passé, où il y a quelque chose dans la personne et qu'elle n'est pas bien construite. C'est véritablement là, et c'est là où c'est extrêmement important ce que tu as évoqué dans ton propos précédent, de ces tests psychomoteurs et psychologiques, de savoir exactement où en sont nos collaborateurs dans leur carrière, dans leur processus de mûrissement, dans leur processus d'accomplissement de soi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on loupe. Et je pense, en tout cas, je peux me tromper, parce que comme tu l'as dit, on vit beaucoup plus de syndrome de l'imposteur en interne, dans une évolution interne, plutôt que quand on intègre une nouvelle entreprise. Parce que quand je suis dans un processus de recrutement,
en effet, j'ai postulé. Donc, si je postule, c'est parce que je considère que je fixe le poste. Et donc, mais c'est vraiment des fois en interne, quand on n'est pas dans ce processus d'accompagnement de nos collaborateurs pour les préparer à ces prises de fonction où on a vraiment beaucoup de chances qu'ils vivent ce syndrome de l'imposteur. Ma question est je vais revenir vers toi, Khady, c'est est-ce que les autres également ne sont pas une source qui alimente ce syndrome chez celui qui a le poste? Effectivement, c'est une question très pertinente. C'est pour cela que je parlais du fait que quand tu as une promotion en interne, ton positionnement, ton discours, c'est là le véritable, on va dire vraiment la barrière. Comment est-ce que les autres maintenant vont avoir cette perception de toi en se disant oui, c'est nous et toi tu es là-bas. Et effectivement, certaines petites phrases, certaines petites contributions peuvent te pousser à vivre ce syndrome de l'imposteur-là. Et je pense que en tant que collègues, on est tous collaborateurs dans une boîte, il faut qu'on fasse très attention aux petites phrases assassines qu'on lance. Peut-être parce qu'on ne le fait pas, peut-être méchamment, mais on ne se rend pas compte de l'ampleur de ce qu'on est en train de dire et de l'effet que ça a sur le nouveau collaborateur. Donc oui, ça peut exister. Des collaborateurs qui te disent des choses qui vont alimenter ce syndrome-là. Mais une chose à se dire véritablement, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne, tu es à ce poste. Tu as deux choix. Soit tu affrontes ce poste et que tu te bats pour y arriver, soit tu décides de subir. Et se dire que la pire chose qui puisse m'arriver sur ce poste, c'est quoi? Qu'on me dise, Khady, finalement, on s'est trompé. Mais ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de la vie. Peut-être que c'est la fin d'un projet ponctuel et qu'il y aura d'autres projets. Donc, il faut accepter de se dire que dans la vie, on fait de notre mieux. On fera toujours, et notre mieux est exceptionnel. Parce que c'est notre mieux. Et ce qu'on donne aux autres, on le puise au fond de nous. Et donc, du coup, oui, il peut arriver des collègues qui font ça. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de se dire que c'est pas bien grave. Ils ont raison. C'est leur perception. Peut-être qu'ils doutent de moi. Peut-être que je ne leur ai pas donné assez d'éléments pour être convaincus. Je ne vais pas chercher à les convaincre. Ce que je vais chercher à faire, c'est de vraiment tout donner comme je l'avais imaginé sur ce poste et y arriver. Et donc après, c'est soit ils vont rejoindre, ils vont reconnaître, soit ils ne le feront pas parce qu'ils auront peut-être des attentes. Dans tous les cas, tant que ces attentes convergent avec l'objectif de ce poste, je prends. Si ce n'est pas le cas, je ne prends pas et j'avance. Exactement. C'est ça. Oui, et je pense que c'est extrêmement important et ça rejoint ce qu'on a déjà partagé dans les différents épisodes sur l'alignement à soi, sur sa connaissance de soi et ce que vous avez partagé au début, cette analyse SWOT, elle est extrêmement importante. Et vraiment, les amis, je vous invite à la faire. C'est vraiment un outil puissant pour soi-même de pouvoir faire son analyse SWOT, de savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les opportunités de son environnement, quelles sont les menaces. Ça vous permet d'avoir une vraie vision de votre environnement, de qui vous êtes et de comment vous allez vous positionner sur les différents challenges que vous allez avoir. Et excuse-moi, Passion, je dirais même rajouter également faire les tests de personnalité pour savoir aussi comment je réagis, comment je suis à l'état naturel, comment je suis à l'état adapté. Parce que tout ne peut pas être sous contrôle. Il y aura des moments où le poste fera qu'on sera dans des situations très compliquées. Comment est-ce qu'on réagit? Et dès qu'on prend le temps de faire ces tests-là en amont, on essaie de rapidement trouver des pistes de solutions pour que le moment venu, ça passe crème. Tout est une question de préparation, finalement. Tout est une question de préparation. Moi, j'irais même plus loin. Lorsqu'on sent que ce syndrome-là ne nous quitte pas et qu'on est dans un environnement toxique, moi, je préconise de quitter l'entreprise et d'aller dans une autre. Parce que des fois, comme on a dit, il y a des choses qui alimentent. Et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à y arriver et que même ton manager est contre toi, je pense que là, il faut lâcher prise et chercher autre chose. Bon, c'est mon avis. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors ne partez pas tout de suite, d'accord? Ne démissionnez pas tout de suite. Il y a encore différentes étapes qu'il faut peut-être passer, mais en effet, je pense que c'est déjà important de reconnaître un environnement toxique et de savoir qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas.
et en effet de savoir partir aussi, de savoir quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Et justement, cette analyse qu'on a de soi-même va vraiment nous permettre de savoir est-ce qu'on est encore au bon endroit en fait. Parce que si je fais mon analyse soit de l'environnement dans lequel je suis et que je me rends compte que j'ai beaucoup plus de menaces que d'opportunités dans cet environnement, je me déplace et je vais dans un environnement où j'ai plus d'opportunités. Donc, c'est vraiment très important cet alignement, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrêtera pas de vous dire ici. Les gars, soyez alignés avec vous-même, connaissez-vous et travaillez sur vous. Parce que comme on a dit, la préparation, elle est importante. On est des athlètes de haut niveau, professionnellement parlant. C'est comment on se prépare qu'on sait si on devient médaille olympique ou si on va rester l'éternel 4e. C'est le 4e qui n'est pas bien, vraiment. Celui qui est toujours au pied là. Au pied du podium, c'est pas sympa. Donc, il faut vraiment bosser pour être au moins le 3e. Mais ça, comme tu dis, c'est la préparation. Et Khady, tu as commencé à parler des outils. Je pense que ce serait intéressant de partager avec nos amis différents outils qu'ils peuvent pratiquer. On a déjà parlé de l'analyse SWOT. On a parlé des tests de personnalité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour bien se préparer à une prise de fonction? Et quels sont les outils qu'on peut également utiliser en tant que manager pour bien accompagner nos collaborateurs au quotidien? L'un des outils, et je pense aussi bien le manager que la personne promue, le nouveau collaborateur, c'est le questionnement. Il faut qu'on ait l'habitude de nous poser des questions constamment et de poser des questions avec les personnes avec lesquelles on travaille pour pouvoir être très alignés sur ce qui est attendu de nous, ce qu'on attend de l'autre. Il faut aussi être prêt à entendre des réponses. Oui, bien sûr. Voilà, Et donc, ce questionnement-là, justement, va découler sur ce qu'on appelle le feedback. Aujourd'hui, en tant que manager, il faut créer ces espaces de feedback-là. Le feedback, il est important parce que déjà, il t'évite de micromanager, mais il te permet d'avoir une visibilité quand même, on va dire, holistique de ce qui se passe avec la nouvelle personne promue ou le nouveau collaborateur. Et donc, ces séances te permettent rapidement de réajuster s'il y a un couac et tout ça. Deuxième outil aussi, c'est de faire... Là, maintenant, je parlerai vraiment de la personne qui vient d'être promue, qui, en interne, avait plusieurs tâches. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais directeur des opérations. Bien, j'étais DRH, je deviens DG. D'accord? Ce que je faisais en étant DRH ou directeur des opérations, je ne peux plus être à ce même niveau opérationnel en étant DG. Exactement. Donc moi, j'utilise beaucoup l'exercice du sac à dos du DG, par exemple. Je suis DG, j'ai mon sac à dos. Dans mon sac à dos, qu'est-ce qu'il y a? Tu listes tout, et tu te dis, ok, maintenant ce sac-là, je dois le décharger. Qu'est-ce que je dois enlever maintenant pour aller rajouter ou qui est déjà présent dans le sac à dos du DRH ou du DAF? Exactement. Et donc cet exercice-là, donc moi j'appelle ça mon petit sac à dos de DG, de DRH, de manager, de ceci, que je remplis, je vois exactement ce qu'il y a et je décide maintenant de faire sortir ce que je ne dois plus faire. Parce qu'il faut aussi se dire que quand on gravit des échelons, quelque part, c'est pas pour rester dans l'opérationnel. C'est qu'on attend cette dimension stratégique-là. Et pour atteindre la dimension stratégique, il faut se départir un peu de certaines tâches opérationnelles. Donc, il faut apprendre à se départir de ça. Et donc, déléguer, ce qui nous conduit vers la délégation sans micromanager. Donc, voici peut-être quelques astuces qui peuvent aider. Il y en a encore des tonnes, mais j'ai pas envie de trop en dire ici. Et une chose aussi qui est importante, on a parlé de tests de personnalité de soi-même, mais en tant que manager, il faut aussi également avoir celle de tes équipes. Pour savoir aujourd'hui, on parle du disque qui est quand même un test de personnalité puissant en entreprise. Khadija, est-ce qu'elle est verte, elle est jaune, elle est bleue, elle est rouge, voilà. Tu attribues des couleurs à chacune de tes équipes qui te permet de savoir, avec Khadija, peut-être c'est le bâton qui marche. Avec Patience, c'est la carotte qui marche. Avec Serena, ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, ça nous permet vraiment aussi d'adapter notre style de management par rapport aux personnalités de nos équipes. Donc, être manager, comme je le dis toujours, il y a cette dimension spirituelle. Il faut prendre le temps de connaître ses collaborateurs. Il faut prendre le temps de savoir comment interagir avec eux. Parce qu'à la fin de la journée, vous travaillez tous pour le même objectif. Vous êtes tous dans le même bateau.
Voilà. Oui, c'est exceptionnel et moi j'adore, oui, l'exercice du sac à dos, il est extrêmement important parce que justement c'est les sacs à dos trop lourds qui nous conduisent au burn-out ou à toutes les problématiques de la santé mentale, de tout ce qui nous dérange, parce que justement on ne sait pas décharger ce sac à dos. Mais il y a beaucoup qui n'ont même pas conscience de ce qu'il y a dans leur sac à dos. Effectivement. Qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils embarquent avec eux au quotidien. Donc tous les jours, il y en a qui savent même pas qu'ils ont un sac à dos. Donc déjà, les amis, on veut déjà vous dire, vous avez un sac à dos. C'est comme une tortue, chacun a un truc, une carapace ou quelque chose. Chacun a un sac à dos. Donc au quotidien, vous avez des éléments que vous embarquez avec vous. Mais tout ne vous est pas utile. Tout n'est pas nécessaire. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque étape de votre vie d'avoir toujours tout dans votre sac à dos. Donc, c'est comme un train, il y a des gares et dans certaines gares, il faut descendre certains passagers. D'accord? Donc, et vraiment, cet outil, il est puissant. Il faut comprendre ce que vous avez dans votre sac à dos, savoir qu'est-ce qui vous attend devant et que vous allez devoir charger. Et décider de qu'est-ce que vous devez laisser. Parce qu'il faut faire de la place pour pouvoir remplir. Et beaucoup n'arrivent pas souvent à prendre de nouvelles fonctions parce qu'elles ont le sac à dos tellement chargé que les nouvelles fonctions qui arrivent, les nouvelles prérogatives, elles ne savent pas les assumer. Ils ne peuvent pas les assumer. Parce que justement, je suis encore dans du micromanagement, je suis encore dans la poursuite dans l'opérationnel. Et du coup, quand on m'attend sur une position stratégique, je ne sais pas prendre la position stratégique. Je ne sais pas déléguer. Je ne sais pas prendre des décisions. Je ne sais pas assumer des décisions difficiles. Et ça, c'est vraiment très important. Et vraiment, merci Khadi pour le sac à dos. Moi, c'est une très bonne astuce. Moi je me l'applique beaucoup. Et vraiment, moi, au début de chaque année, je fais le point de où j'en suis et de savoir, mais qu'est-ce que je lâche? Et vraiment, c'est dans tous les aspects de votre vie. Je vous assure, il y a des moments où, à un niveau de responsabilité, il y a même des amitiés que vous allez décharger. Il y a des activités que vous allez décharger. Il y a des choses que vous faisiez et vous saurez que voilà, je peux plus possible. Ça doit sortir de mon sac à dos. Alors Khadija, ce que je vais demander, on va arriver vers la fin de cet épisode. En tant que nouvelle dans une fonction stratégique, je sais qu'il y a de super choses qui se passent. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien à embrasser un nouveau challenge? Comment ça fait? Ça fait du bien de toute façon. Donc, comment tu te sens? Non, en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on ne commence, je suis très épanouie parce que c'est un univers où j'ai beaucoup de challenges et surtout ce regard neuf que j'apporte. Donc, tu fais des choses qui pour toi sont petites, mais tu vois que ça a un impact très positif. Et surtout lorsque tu vois au début, lorsque tu viens d'arriver, les gens ne te connaissent pas encore, mais maintenant ils viennent dans ton bureau te voir, poser des questions, se confier. Et là, tu te dis, ah, donc ce que je fais commence à avoir de l'impact. Donc ça, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Lorsque tu arrives à faire un événement avec le personnel, les collaborateurs, et qu'il y a cette interaction, tu vois que les gens sont heureux et après, en retour, tu reçois des feedbacks où on te dit « Ah, c'est intéressant ce que tu as fait, il faudrait qu'on le fasse plus souvent. » Et vraiment, c'est très passionnant. Ça me galvanise. En fait, on le fait pour ça. On le fait pour ça parce que moi, apporter de la valeur ajoutée aux autres me fait plaisir. Et tu le ressens dans les interactions le matin, lorsqu'on vient. Prendre le temps surtout d'aller dans tous les bureaux, dire bonjour, demander comment on va. Lors de ma dernière newsletter, j'avais mis un petit post pour dire « Dites merci ». Pas seulement merci comme ça, mais prenez le temps de dire merci sincèrement. Merci à la personne qui t'a aidé lorsque tu avais des difficultés dans ton travail. Merci à tes collaborateurs, merci à ton DG. Et même à la maison, merci à ton mari pour le support, merci aux enfants. Donc ce sont ces gestes-là qui vont vraiment apporter de la valeur aux autres et qui en retour vont t'apporter de la valeur et
Vraiment, c'est très plaisant. Moi, j'adore. Vraiment, je m'épanouis dans le poste que j'ai actuellement. Et j'adore et je suis très reconnaissante que tu parles de la reconnaissance, justement, de dire merci. Parce que oui, quand on a un nouveau poste, quand on est promu, quand on a une nouvelle opportunité, mais c'est une grâce. C'est vraiment quelque chose d'important que l'univers nous envoie, que Dieu nous envoie, que il y a quelque chose d'important qu'on a à faire. On doit apporter de la valeur à quelqu'un, on doit apporter de la valeur dans une entité. Et oui, il faut dire merci, il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Khady, un dernier mot sur ce sujet. Alors, je vous dirais franchement, courage et déjà félicitations à toutes ces personnes-là qui sont dans le processus de promotion, qui viennent de rejoindre une nouvelle boîte et tout. Et vous dire que, retenez juste une chose. Au milieu professionnel, la pire chose qui puisse arriver, c'est que votre entreprise vous dise, la collaboration, elle n'est plus possible. Peut-être que nos chemins ne convergent pas, mais ce n'est pas un point final à votre vie. Et donc, vivez l'instant, le moment professionnel que vous avez, en toute conscience, en donnant le meilleur de vous. Et rappelez-vous que le meilleur de vous sera toujours exceptionnel, parce que c'est le meilleur de vous. Et qu'on a le droit de l'apprécier à sa juste valeur et foncez. Foncez, croyez en vous, en vos capacités et essayez vraiment de surmonter ce syndrome de l'imposteur parce que vous êtes vraiment la bonne personne au bon poste. Génial. Vous êtes la bonne personne au bon poste et vous étiez au bon endroit à la pause RH où on a parlé de la prise de fonction stratégique. On a été très, très contente de de passer ce moment avec vous. On vous donne rendez-vous au prochain épisode où on parlera d'équilibre et avec quelqu'un d'exceptionnel. Donc, voilà, on vous souhaite une très belle journée, soirée, selon là où vous êtes, à quel moment où vous nous suivez. On vous envoie plein de bonnes ondes et on espère vous retrouver bientôt avec un café, avec un thé, un bonbon, un biscuit. Vous faites comme vous voulez. C'est la pause RH. On parle de RH, on parle de développement et nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.